Toujours agréable de vous revoir. Alors, mon nom est Julie, je vais être votre animatrice pour cette foire aux questions. Vous allez voir, je suis en très bonne compagnie. Alors, c'est la foire aux questions voilà, intitulée Semences ancestrales et du patrimoine. Alors, avant de vous présenter mes invités, je voulais juste glisser un petit mot sur la fête des semences. Comme plusieurs le savaient déjà, là, mais c'est une magnifique plateforme pour mettre en valeur les semenciers et semencières du Québec, mais c'est aussi une occasion pour vous présenter aussi des fournisseurs de produits et services horticoles. On a parlé d'agriculture urbaine cet avant-midi. En fait, on a eu plusieurs événements depuis mercredi. Puis, l'événement se termine ce soir. On a une dernière table ronde de fermeture ce soir à 19h. Donc, bienvenue à cette dernière foire aux questions qu'on a aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter mes trois invités. On est en compagnie de Catherine Gagnon-Macaille de Semences du Portage. Bonjour Catherine. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On est aussi accompagné d'Isaac Veilleux du potager ornemental de Catherine. Bonjour Isaac. Salut! Salut tout le monde! Ça va bien? Ça va tout le temps bien. Ça va tout le temps bien. Yay! Bonne réponse. Parfait. Puis, on est aussi en compagnie de Daniel Brisebois de la ferme coopérative Tournesol. Bonjour Daniel. Salut, bonjour. Parfait. Alors, pour la foire aux questions, je vous explique un peu le déroulement. Nos invités vont se présenter, nous parler un peu de leur expertise, de leur métier, puis ensuite, un à la suite de l'autre. Et puis ensuite, on va ouvrir une période de questions qui va être autant pour un des invités que pour l'autre. Alors, on va pouvoir poser toutes nos questions à l'aide du chat, mais également, vous allez pouvoir lever la main pour pouvoir prendre parole puis poser de vive voix vos questions. Alors, voici, on peut commencer avec Catherine Gagnon-Macaille. Si tu veux nous présenter un peu Semences du Portage, la parole est à toi. Oui, bien bonjour tout le monde. On est content d'être avec vous cet après-midi. Tout d'abord, je voulais vous dire que c'est la première fois de l'année, en fait, peut-être la seule fois qu'on est en contact avec des gens par rapport à la fête des semences. Les autres sont toutes virtuelles, puis on n'a pas ce contact-là. Donc, on apprécie beaucoup ce moment-là aujourd'hui. Donc, je vous présente donc ma compagnie Semences du Portage. Nous, on a donc l'histoire des semences. C'est en 2015, j'avais des petits soucis aux genoux, j'étais en restauration. Et mon père est arrivé, donc Yves Gagnon qui est avec moi aujourd'hui. Je suis venue le rejoindre au jardin du Grand Portage. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a proposé de reprendre la mise en marché des jardins du Grand Portage. Il y avait déjà une équipe de semenciers pour travailler avec lui. Et donc, voilà, je vais y arriver. On continue. Donc, tout ça pour dire que j'ai repris la mise en marché à ce moment-là. Donc, j'ai fait une boutique en ligne. J'ai commencé à expédier les commandes donc, de chez moi à Montréal. Moi, je suis vraiment située, donc l'entreprise est montréalaise parce que les producteurs sont partout, finalement, viennent un peu partout. Je vais vous les présenter juste après. Donc, voilà, ça a commencé de fil en aiguille. Puis maintenant, ça fait déjà 7 ans donc, que j'ai la chance de faire ça comme métier. Donc, c'est vraiment une grande chance. C'est ça, donc, comme je vous disais, dans le fond, je dois vraiment tout à mon équipe de semenciers. Donc, avec le temps, j'ai pris la petite équipe déjà de mon père. Il y en a qui se sont joints à nous, qui ont changé, peu importe avec le temps. En ce moment, on en a 5 qui sont avec nous. Je voulais vous les nommer. Donc, il y a Louis-Philippe et Ruxandra de Saint-Cuthbert. Il y a Marie-Claude Comeau de la Radicule qui est à Lemieux. Gabriel et Myriam, eux, sont situés à Sainte-Émilie de l'Énergie. Puis, il y a aussi Martin Drouin qui est au village ici à Saint-Didas, donc le plus près de mon père, finalement. Là, à la base, l'histoire de producteurs, c'était pour distancer les cultures, pour éviter les croisements, puisque nos semences sont à pollinisation libre. Là. Donc, voilà. Fait que ça, c'est le petit début sur notre entreprise. Sinon, nos semences, c'est ça, il n'y a aucun hybride à pollinisation libre, aucun OGM, évidemment, tout dans le respect de la biodiversité, bien sûr. On vend, dans le fond, des semences. On a une catégorie de semences légumières, médicinales, ornementales et aromatiques. Puis voilà, ou sinon, on choisit nos semences en fonction de leur qualité gustative, de leur adaptation à la culture biologique, puis à leur productivité aussi, puis la rusticité. Puis la résistance aussi beaucoup. On essaye de faire de la sélection en fonction de la résistance, principalement aux maladies. Voilà.
Absolument. Voilà, ou sinon, dans le fond, la plupart de mes producteurs sont situés en zone 4B, ce qui fait que nos sachets sont, disons, inscrits de cette façon-là. Si vous êtes en zone 3 ou en zone 5, donc zone 3, vous pouvez retarder le semis, puis zone 5, le devancer tout simplement par rapport aux propositions, finalement. C'est ça, donc sinon, on a 250 cultivars là, mélangés dans toutes ces catégories-là. On est certifié bio pour une grande majorité donc de nos producteurs et donc de nos produits depuis 1 an avec Écossaire. On est très fiers de ça. Puis autrement, on se présente culture nature, donc sans engrais de synthèse, évidemment dans le respect du sol, un peu ce que je vous disais tout à l'heure. À ce moment-là, c'est mes producteurs qui ne sont pas certifiés par choix ou peu importe. Bref, on ne rentrera pas là-dedans, ce n'est pas le but. Mais disons, c'est dans le même esprit. Donc voilà. Ou sinon, je voulais vous parler aussi qu'on a un nouveau local à Montréal au coin de P9 et Sainte-Catherine depuis le mois d'octobre. Donc, ça fait 7 ans que je traîne la boutique en ligne de mon domicile et il était temps que ça change un peu parce qu'on débordait, bien sûr, surtout avec la folie des semences qu'on vit, tout le monde, tous les semenciers et tout. Bien, en fait, tout le monde, finalement, depuis 2 ans. Donc, ça fait du bien d'avoir ce pignon sur rue-là. Donc, ça nous ferait bien plaisir de vous recevoir pour une cueillette éventuellement. Cette année, je suis en congé de maternité, donc j'ai la chance d'avoir une super équipe de 4 femmes fantastiques, horticultrices principalement, qui sont là pour répondre à vos questions, pour envoyer des commandes, l'ensachage et tout ça. Donc, je suis bien... ça, c'est les personnes que vous allez rencontrer si vous passez. Il y a Nora, j'ai fait un petit coucou qui nous écoute sûrement, qui est en train de monter des commandes en ce dimanche, pleine de générosité. Donc, un petit coucou à elle. Ou sinon, pour terminer, si vous visitez le site, vous allez voir, il y a un onglet blog, donc avec plein d'informations. J'ai des textes, beaucoup que j'ai réussi à extirper de mon père, donc sur les semis intérieurs, les engrais verts. Donc, ça peut être une belle source d'information. Si jamais aujourd'hui, on ne répond pas à toutes les questions, ça nous ferait plaisir. Ou sinon, on a des vidéos sur une petite chaîne YouTube, encore une fois, pour venir participer finalement à maximiser le succès des clients. Donc voilà, ça fait pas mal le tour. Là. Je vous ai dit ça assez rapidement. En gros, ça ressemble à ça. Dernière petite chose, pendant l'événement, on avait une petite promo du livre de mon père, justement. Dans le fond, à l'achat d'un 100 $ sur le site, on donne le livre, dans le fond, mais je l'ai baissé à 50 $ d'achat pour la fin de la journée, si certains, ça leur tente de découvrir le jardin écologique d'Yves Gagnon. Première édition. La première édition, absolument. Donc, voilà, en gros, ça ressemble pas mal à ça. Je pense avoir fait le tour. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Puis, je vous remercie d'encourager les semenciers québécois aujourd'hui puis de nous écouter. Puis, voilà. Donc, je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter ou... Tu as fait une belle présentation. Je m'appelle Yves Gagnon, je vais être très bref. Je suis producteur de semences depuis près de 40 ans. J'ai commencé avec... ma rencontre avec le frère Armand Savignac qui m'a donné de sa tomate Dufresne et puis ça m'a passionné de voir ce qu'il avait fait pendant 30 ans au niveau de la sélection, tout ça. Moi, je l'ai adapté à des conditions un peu plus nordiques. Et puis, j'ai vu qu'on pouvait influencer le comportement d'un cultivar en faisant une sélection orientée. Et puis, j'ai trouvé ça tellement passionnant que je suis devenu semencier à partir de ce moment-là. Et puis, je suis aussi éditeur, j'écris des livres et puis je suis rendu grand-papa, puis ça me comble de bonheur. Alors, au plaisir de répondre à vos questions tout à l'heure. Oui, voilà. Merci. Parfait. Merci, merci à vous. Félicitations, Catherine, pour le déménagement et ton bébé aussi. Parfait. Maintenant, ce serait le temps à Isaac Veilleux du potager ornemental de Catherine. Si tu veux nous parler un peu plus de ton histoire, puis du potager ornemental de Catherine par la bande. La parole est à toi. Je vais essayer de faire ça aussi bien que Catherine. Catherine Sylvain, propriétaire du potager ornemental de Catherine. Elle a commencé en 2004-2005 à faire des paniers de légumes un petit peu avant la mode. Puis elle s'est rendue compte finalement que ce qu'elle aimait faire, c'était découvrir des variétés beaucoup plus que de produire des légumes. Fait qu'en 2007, elle a commencé à produire des semences
à commencer à jardiner pour produire des semences pour vendre. Puis les légumes, ça a tout été mis de côté. Moi, j'ai rencontré Catherine à la fin de la saison 2017. J'ai trippé bien raide sur qu'est-ce qu'elle faisait, qu'est-ce que j'ai vu dans ses jardins. 2018, j'étais déjà temps partiel. Dans le fond, ouais, les fins de semaine, j'étais déjà à temps partiel pour la mise en marché l'hiver, puis la culture l'été aussi. Parce que moi, je suis soudeur de métier. Puis avant de rencontrer Catherine, je savais que je voulais faire un move. Changer complètement en agriculture, mais je ne savais pas dans quoi. Puis c'est en rencontrant Catherine que j'ai fait « Wow, c'est vraiment le fun, qu'est-ce qu'elle fait là? » Donc, c'est ça, 2018, à temps partiel avec Catherine, puis en 2020, avec la COVID, là, j'ai pu quitter carrément la soudure, puis là, je suis à temps plein. Là. Donc, c'est ça, nous, on produit, on a environ, en 2021, on avait environ 1 hectare de jardin sur environ 10 hectares de terre et boisée, quelque chose comme ça. Puis on cultive tout dans notre terrain sableux, sans irrigation, sans produit, rien. On a acheté un voyage de fumier, puis un voyage de compost et tout. Puis après ça, on essaie de rien utiliser, là. Et sans irrigation. Et à peu près tout ce qu'on vend sur le site, c'est nous qui le produisons. Dans le fond, c'est Catherine et moi. Et cet été, ma fille Naomi, elle a 21. Elle nous a rejoint aussi à temps plein cette année. Là, c'est elle qui, présentement, Naomi est en train de remplir des enveloppes. Donc, grosso modo, c'est ça. On fait du légume, des fleurs, des fines herbes. Et on essaie de remplir notre catalogue quand on voit des lacunes. Par exemple, comment je dirais, on a beaucoup de variétés de pois, je dirais. Mais là, quand on inclut une nouvelle variété, par exemple, dans le pois, ben là, on a un pois qui a 30 pouces de haut, là, on a un pois qui a 60 pouces de haut. Ça existe-tu un pois qui a 36 pouces ou qui a 18 pouces de haut pour essayer d'avoir vraiment, pour accommoder tout le monde. Il y a des gens qui vont préférer le plus court, il y a des gens qui vont préférer celui qui a 8 pieds. Donc, dans tout ce qu'on offre, c'est à peu près comme ça qu'on essaye d'arriver avec des nouvelles variétés. On ne veut pas 6 tomates blanches, on veut 1 tomate blanche, puis on va choisir celle qu'on préfère dans les tomates blanches. Donc, c'est à peu près comme ça qu'on fonctionne pour à peu près tout ce qu'on produit. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? On verra plus tard, je ne sais pas. Je ne suis pas habitué à présenter l'entreprise comme ça. Tu as bien fait ça? Parfait. Je suis sûre qu'il va y avoir des... Oui. Il va y avoir des questions, puis on se reparle très bientôt. Parfait. Puis maintenant, on peut avoir la présentation de Daniel Brisebois de la ferme coopérative Tournesol. Je pense que tu avais une présentation aussi à nous partager. PowerPoint. Oui. Bien, salut tout le monde. Je vais partager mon écran. Et alors, je fais partie de la ferme coopérative Tournesol. On est en opération depuis l'automne 2004. Puis on a commencé comme 5 personnes qui sont rencontrées à l'université. On a démarré une coopérative de travail. Et maintenant, on est rendu à 7 coopérants dans le coop. Puis on a une équipe au total de 20 personnes. Donc, environ 8-9 personnes qui travaillent dans les semences, puis environ 11 personnes qui travaillent dans la production maraîchère. Alors, moi, je suis à gauche ici. On est situé au Cèdre, alors à l'ouest de Montréal, à environ 45 minutes. Puis ça, c'est notre terrain. On a 17 acres de terrain, donc 6 acres en production pour les légumes et 1 acre en production pour les semences. Puis le reste est en rotation pour les engrais verts ou peut-être en serre ou en bâtisse. À l'origine, on était surtout des maraîchers. On a toujours produit des semences, mais au début, on était surtout maraîchers. Puis on a commencé à essayer des paniers de légumes et on allait à 2 marchés. À cette période, maintenant, on fait 500 paniers bio par semaine. Alors, il y a beaucoup de monde qui mange de nos légumes. Et
c'est rendu que les semences, une partie un peu plus grande que les légumes. Alors, ça a vraiment grandi avec le temps. On est très fiers et excités par ça. Puisque, alors ça, c'est un point de chute pour nos légumes. Alors, on produit toutes sortes de choses et on mange toutes sortes de choses. Puis ce que je pensais faire, ça serait de montrer la production de semences de quelques légumes, juste pour que vous voyez que ça a l'air chez nous. Alors, on offre toutes sortes de variétés de tomates et on les extrait. Il y avait un certain temps, un certain stade, on les extrayait en mettant nos bottes, puis en pilant dessus, puis après le passer par un tamis. Maintenant, on est rendu qu'on a une machine comme ça, qu'on peut extraire les semences. Puis en fait, ça, c'est Marie-Claude Comeau qui a travaillé avec nous pendant plusieurs années, qui maintenant produit des semences. Et en fait, elle produit des semences aussi pour Catherine et quelques autres semencières à travers du Québec. Alors ça, c'est quand elle travaillait chez nous. Alors, des machines de même, ça nous permet de faire, malgré que ça peut être rentable, de nettoyer des semences de même, on peut en faire beaucoup plus avec de la machinerie de châssis. Alors ça, c'est surtout pour les légumes humides. Et tu peux voir aussi, la machine va l'écraser, puis après, il y a un tamis pour séparer les semences de la chair. Et après, on le met dans des contenants pour laisser macérer, puis ça va fermenter pendant quelques jours. Ça va faire une belle couche de moisissure, des odeurs incroyables, délicieuses. Et par la suite, on va le décanter, on va remplir avec de l'eau pour décanter ce qui est sur le dessus. Puis au fond, on va trouver des semences. Puis par la suite, il faut les sécher. On a des boîtes avec des moustiquaires qu'on peut mettre dans un ventilateur pour sécher. Mais souvent, s'il fait chaud durant l'été, ensoleillé, on peut aussi juste le mettre dans des sacs, dans la serre, puis en dedans d'une demi-journée, ils vont être sèches. Alors ça, c'est des semences dites humides parce qu'ils sont dans un fruit mouillé, puis on peut utiliser de l'eau pour les extraire. On produit aussi des semences dites sèches. Alors ça, c'est d'un champ de Mizuna. C'est un type de crucifère qui est délicieux en salade mélangée ou en sauté. Tu peux cuire avec aussi. Puis ça, alors là, on a, je ne sais pas, peut-être 1000 plants de Mizuna. Puis on peut aller à travers le champ pour voir s'ils sont tous uniformes ou disons qu'il n'y en a pas ils ont accidentellement croisé avec quelque chose d'autre. On peut faire une sélection. On peut aussi faire une sélection pour voir s'ils poussent à un bel rythme. On va enlever les plants qui sont plus faibles pour vraiment encourager une diversité, une génétique qui est plus forte. Et par la suite, ils vont monter en fleurs. Ça va être rempli de pollinisateurs de toutes sortes, pas juste des abeilles, il y a des mouches, toutes sortes d'insectes dedans. Aussi, ça va distraire certains des insectes pestes vont venir ici plutôt que dans les légumes parce que souvent, ils aiment beaucoup le nectar. Et par la suite, ça fait des petits siliques ou des gousses vertes qui sont pleins de semences immatures qui deviennent un peu dorées ou jaunes. Puis à ce stade-ci, on peut voir visuellement que la semence est prête à récolter. Puis si on met nos mains à travers les plants, on va entendre, sur une journée sèche, si on met notre main à travers les plants, on va entendre la semence tomber par terre, puis on sait que c'est le temps de récolter. Puis, si tu as un arrière-cours, tu peux juste prendre un sac en papier ou un bac, puis juste frapper les plants dedans pour récolter à mesure que les plantes maturent. Mais chez nous, avec des milliers de plants, on va couper les plants, puis on va les mettre dans des bâches, puis on va les rentrer dans la serre pour les laisser finir à maturer dans un endroit qui est protégé de la pluie. Et ça, c'est un récolte de kale que vous voyez ici. Puis quand les plants sont vraiment secs, on va les sortir dehors, puis on va piler dessus pour les écraser. Ça, c'est une autre technologie qu'on utilise. Et là, on va tamiser pour enlever les matières plus gros, puis laisser la semence en bas. Et là, on va le vanner avec des ventilateurs. Voici Marie-Claude encore. Alors ça, tu peux voir, il y a des haricots qui sont séparés de beaucoup de matière. On va passer probablement une deuxième fois après de vanner de même. Et à la fin, on a des semences assez propres. On a quelques autres machineries qui ont vraiment une finition, une meilleure finition, mais la majorité de ce qu'on fait, c'est de passer avec des tamis et des ventilateurs, puis on peut vraiment rendre ça assez propre de même. Et alors, on a des semences, il faut toujours les étiqueter et on les met dans des sachets.
puis on les offre dans notre boutique en ligne, aussi à travers des présentoirs dans beaucoup de boutiques à travers le Québec. Puis on espère que vous trouvez quelque chose que vous aimez. On a toutes sortes de légumes, de fines herbes, de fleurs. Et si vous voulez nous voir, on est à fermetournesol.qc.ca ou sur Instagram et sur Facebook. Tu peux nous trouver comme sous Ferme Tournesol. Alors, ça, c'est notre ferme. Puis, ça fait plaisir d'être ici avec d'autres semenciers et semencières pour vous parler. Merci, Daniel. Ouais, ta présentation, encore une fois, très réussie, très visuelle. Merci. Parfait. Bon, alors on peut commencer la période de questions. Il y a déjà des questions qui ont été écrites dans le chat, mais je vous rappelle que vous avez deux options, soit l'écrire dans le chat, on va ensuite relayer les questions, ou vous pouvez lever la main en cliquant au bas de votre écran Zoom. Vous allez sur Réaction, puis vous allez avoir l'option de lever la main. Ensuite, on va vous nommer, puis vous allez pouvoir réactiver votre micro pour prendre la parole et poser votre question de vive voix. Alors, on a ici une question. Quel mentor et quel livre vous ont aidé à travailler avec les semences? Je trouve ça mignon. Il y avait quelqu'un qui a écrit dans le chat qui a répondu Yves Gagnon. Donc, je trouve ça drôle que le mentor de certaines personnes soit ici avec nous. Mais est-ce que vous avez d'autres... est-ce que vous pouvez répondre les trois là, si vous voulez? Ça me ferait plaisir de parler. J'ai lu les livres de Yves Gagnon, alors c'est parmi les livres que j'ai appris sur la semence. Quand j'ai commencé, il y avait un livre très important, c'est le livre de Semences du patrimoine qui s'appelle Comment conserver vos semences, How to Save Your Seeds en anglais. Puis je pense qu'il le ferait même en espagnol maintenant, je pense. Et alors ça, c'était un livre important. Puis dans le temps aussi, il y avait un livre Seed to Seed de Suzanne Ashworth qui était vraiment fantastique. Je crois que ça, c'est les livres qui étaient vraiment présents dans le temps. Maintenant, il y a quelques autres vraiment bons livres. Il y en a un qui s'appelle The Seed Garden, aussi en anglais, mais c'est un peu la deuxième édition de Seed to Seed, mais avec différentes cultures. Puis il y en a un qui s'appelle de John Navasio, qui s'appelle The Organic Seed Grower, alors aussi en anglais, mais qui est vraiment, ça c'est peut-être un peu plus haut niveau. Alors ça, c'est tous des livres qui m'ont beaucoup influencé. Il y a un organisme en Oregon qui s'appelle l'Organic Seed Alliance, qui c'est un regroupement de producteurs aux États de semences, de production de semences. Et ils offraient des conférences. Puis j'ai été à leur conférence en 2008 pour la première fois. Puis comme moi, je produisais déjà des semences depuis 8, 6, 7 ans à ce point-là. Mais dans une période de 2 jours, j'ai appris tant de choses. Ça m'a pris peut-être 2 ans pour tout décortiquer ce que j'ai appris dans ces deux jours vraiment intenses. Alors ça, c'était une période qui était très, très formateur pour moi. Et en fait, cette conférence, il est virtuel cette semaine aussi. Alors, si vous cherchez une conférence sur les semences, ça s'appelle Organic Seed Alliance. Puis c'est assez abordable comme frais. Puis je dirais, juste pour finir, un de mes mentors, puis il y en a beaucoup, il y a beaucoup de monde qui m'ont vraiment influencé. Je dirais, en fait, je vais mentionner 2. Il y en a un, c'était Greta Krieger, que beaucoup de vous connaîtraient des fêtes de semences pendant longtemps à Montréal. J'ai beaucoup appris d'elle, mais aussi j'ai appris de quelqu'un qui s'appelle Frank Morden dans l'ouest de Montréal, qui, lui, pas l'est de Montréal, l'ouest des États en Oregon, mais lui, il développe beaucoup de sortes de nouvelles variétés, surtout des laitues, mais il produit des milliers de variétés. Puis c'était quelqu'un que j'ai beaucoup appris de lui. Alors ça, c'est mon histoire. Dire que c'est sensiblement comme Daniel. Alors, ça, c'est le document qui est produit par le programme semencier du Patrimoine Canada, produire et conserver des graines. Le livre de Susan Ashworth, Seed to Seed, il y a une nouvelle édition maintenant. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le partage de connaissances entre les semenciers. Donc, si à un moment donné, j'ai un problème quelconque, ben, je vais communiquer avec des semenciers qui font le même travail que moi, qui ont la même passion que moi, puis on jase au téléphone ou on s'envoie des courriels, on partage de l'information, puis il n'y a pas
de chasse gardée entre nous. Tout le monde partage l'information, donc c'est vraiment intéressant de développer cette communauté-là de semenciers pour acquérir des connaissances, partager nos connaissances en milieu nordique aussi, parce qu'on n'a pas les mêmes conditions qu'en Californie ou qu'en Europe. Donc, c'est un domaine passionnant, puis je trouve que l'échange d'informations entre les gens, c'est vraiment fondamental, en tout cas en ce qui me concerne. J'aime beaucoup apprendre comme ça. Parfait. Merci. Isaac, est-ce que as-tu envie de répondre aussi à cette question-là? Peux-tu nous dire un peu, as-tu un mentor, toi, quelqu'un qui t'a En influencé? fait ça a déjà été dit par Yves et Daniel. Yves, j'ai lu ses livres, puis Semences du patrimoine, le livre de Semences du patrimoine. Seed Organic Alliance, ils ont un site, ils ont des informations sur leur site, c'est hallucinant. Puis beaucoup l'échange entre les semenciers sur toutes sortes de sujets. Je veux dire, on fait toute la même affaire, mais il n'y a personne d'autre qui fait ça. Fait que de pouvoir parler avec les autres, là, c'est pas mal le fun. Merci. Il y a Normand qui demande, pouvez-vous rappeler, Yves, le cultivar d'oignons que vous préférez particulièrement? Merci. Je vais répondre en prêchant pour ma paroisse parce que l'oignon, c'est vraiment un légume très important pour moi. D'une part, j'ai un terrain léger et l'oignon adore le sol dans lequel je travaille ici à Saint-Didas. Donc, je vous racontais tantôt que j'ai commencé à m'intéresser à la production semencière avec ma rencontre avec le frère Armand Savignac qui m'a montré sa tomate Dufresne à l'époque. C'était vraiment particulier parce que le frère Savignac avait déjà près de 90 ans. C'est un grand gaillard. Et puis, c'est un frère, donc il était très particulier. Il parlait évidemment de religion un petit peu, mais c'était un homme très, très ouvert. Donc, on avait des conversations sur toutes sortes de choses. Et puis, à un moment donné, au retour de Montréal, parce que des fois, je le transportais pour aller à des colloques du Mouvement pour l'agriculture biologique. À l'époque, c'était l'organisme qui reliait tous les gens qui étaient intéressés par le jardinage et l'agriculture biologique. Puis, le frère Savignac m'a invité à visiter son jardin. Puis c'est là que j'ai découvert 200 plants de tomates Dufresne à la fin septembre. Il faisait 3 mètres de hauteur, encore chargé de fruits. J'ai tellement été impressionné par ce que j'ai vu là. Donc, j'ai travaillé avec la tomate au début, mais quelques années plus tard, il y avait un oignon que j'aimais beaucoup. C'est un oignon rouge qui était offert à l'époque par William Dam, qui est un semencier ontarien avec lequel j'ai fait affaire pendant de nombreuses années. Même aujourd'hui, je peux acheter des semences à l'occasion de ce semencier-là. Et l'oignon s'appelait le Red Man. Donc, c'est un gros oignon rouge qui produit très, très bien chez moi en terrain sableux. Et ce que j'aimais beaucoup de cet oignon-là, c'est qu'il se prête à la cuisson. Donc, on peut l'utiliser pour préparer des potages, des plats mijotés, etc. Mais il est doux à la manière d'un oignon espagnol. Donc, on peut le manger cru. Puis moi, je considère que manger de l'oignon cru, c'est comme de l'ail aussi pendant l'hiver. Ça nous prémunit des bactéries, des virus. C'est comme un peu antibiotique comme aliment. Donc, j'aime beaucoup manger des oignons crus pendant l'hiver. Et cet oignon-là, il est vraiment savoureux. Il brûle pas la bouche du tout. Donc, j'ai décidé de commencer à produire des semences de cet oignon-là. Donc, c'est une bisannuelle, l'oignon, donc c'est sur 2 ans. Mais c'est intéressant de travailler avec des bisannuelles parce qu'on peut très bien sélectionner les bulbes mères qu'on va mettre en terre la 2e année pour la production de semences. Donc, il y a un processus de sélection qui se fait quand même relativement facilement. Alors, j'ai commencé en 87, je crois, à produire de la semence de cet oignon Redman-là. Donc, ça fait longtemps. Là. On est rendu à 30 quelques années, presque 40 ans.
Et là, cette année, j'ai trouvé que cet oignon-là, je me l'étais un tout petit peu approprié par ma sélection. Je l'ai adapté à des conditions climatiques particulières près de la rivière Masquinongé. Je l'ai beaucoup travaillé pour le rendre résistant à la brûlure de la feuille, qui est un problème de champignons. Donc, il n'est pas 100% résistant, mais il s'est beaucoup amélioré. Et puis, avec toute la controverse qu'il y a avec l'utilisation des noms amérindiens, donc Redman pour rouge, je n'aimais pas le nom, puis c'est un nom anglophone. Donc, j'ai pris l'initiative cette année de changer son nom et maintenant, il s'appelle le Rouge de Saint-Didas. Depuis cette année, il est au catalogue de Catherine. Et si vous me demandez quel est mon oignon préféré, bien évidemment, c'est celui-là parce que je travaille dessus depuis tellement longtemps. Et c'est un oignon exceptionnel. Il se mange quasiment comme une pomme. Tu sais. Puis il a une belle forme, il prend une belle taille. Mais c'est étrange parce que l'oignon, c'est vraiment une espèce qui réagit très bien dans le sable. Et puis, dans les terres argileuses, je vois des gens qui n'ont pas les mêmes résultats que moi. Donc, c'est une question de sol aussi, c'est pas juste une question de génétique. Mais je m'excuse d'avoir pris tout ce temps-là pour répondre à une question aussi simple. Mais je voulais expliquer pourquoi ma réponse était intéressée parce que c'est quelque chose que je produis. Alors, voilà, je vous ai raconté une petite histoire en même temps. Ben oui, excusez-vous pas, c'était fort intéressant. On aurait pu poursuivre cette anecdote encore longtemps. Il n'y a pas de problème, merci. Je vois que Stéphanie a la main levée. On pourrait réactiver son micro pour qu'elle puisse poser sa question de vive voix. La parole est à Vous vous. m'entendez? Oui. Ah, ça fonctionne, merci. Donc, j'avais une question. Nous, on est de la région de Sherbrooke. On a une petite entreprise, justement, on est un petit producteur maraîcher de fleurs. J'aimerais savoir pour les différents semenciers qui nous ont parlé, est-ce qu'il y a des options au niveau des quantités sur vos sites pour les commandes? Est-ce qu'il y a possibilité de commander plus que par l'option du sachet? Donc, si on a besoin justement de plus grande quantité de semences, est-ce que c'est possible? Pendant longtemps, on a offert des formats vrac sur notre boutique en ligne de toutes sortes. Mais depuis 2 ans, la demande est si forte qu'on ne réussit pas à garder des semences en vrac en stock. Alors, quand nous autres, on produit des semences, habituellement, comme on fait une rotation, il y a 2 choses qui nous limitent à la production de semences. Une chose, c'est l'espace, juste pour pouvoir en produire assez. Et l'autre, c'est les distances d'isolement, parce que si tu as 2 légumes de la même espèce, un côté de l'autre, ils vont se croiser. Alors, ce qu'on fait, c'est on a quelques stratégies. Comme ce que Catherine a mentionné, on travaille avec d'autres personnes qui produisent des semences pour nous. Et aussi, on fait une rotation de production de semences. Alors, chaque année, on produit assez pour 2-3 années de vente. Et là, on va les garder en stock. Et quand la COVID est arrivée, et tout à coup, tout le monde a découvert que manger local, c'était quelque chose qui était important. Notre entreprise a grandi très, très vite et dans une année, on a vendu comme 3 années de semences. Et là, on est en train de rebâtir nos stocks. Alors, on espère, alors ça fait depuis la COVID qu'on n'offre plus du vrac. On espère de nouveau à l'automne en avoir. Ça se peut que ce soit juste l'automne 2023, mais ça va revenir. Mais c'est un peu les défis d'être semencier. On travaille dans le temps un peu. Nous, pour les semences du portage, on a quelques formats, des grands formats, certains items. Nous, en plus de fonctionner avec des producteurs locaux, on fonctionne aussi avec des grossistes, ce qui me permet aussi de jouer avec ça. C'est surtout moi qui fais le choix des cultivars qui s'amusent à, disons, augmenter l'offre sur le catalogue de semences. Ce qui fait que oui, on peut, mais tu sais, je ne peux pas dire on a une livre de ça parce que c'est sûr, finalement, comme tout le monde vit, comme Daniel disait, si on a une livre de Cosmos que mes parents ont produit, puis qu'on finalement, malheureusement, heureusement, la demande est là pour en faire, je ne sais pas, 400 sachets, je dis un chiffre comme ça, c'est sûr qu'après ça, aller le vendre de cette façon-là, c'est la réalité. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de grossistes québécois, c'est
c'est comme ça. C'est que la demande en ce moment aussi a levé. Puis encore une fois, comme Daniel disait, mes parents ont vécu la même chose. Ils ont produit pour 2 ans de tomates Savignac, par exemple, puis on s'est fait avoir dans les dernières années. Tout partait en une année. Puis là, c'est se dire, il faut tout produire à chaque année maintenant ou presque. Bon, c'est sûr que maintenant, on comprend la demande puis on fait en conséquence. Mais voilà, ça fait, oui, beaucoup plus de gestion de qu'est-ce qu'on produit cette année, puis on peut faire moins de rotation parce qu'habituellement, ce qu'on va vendre, ça peut se vendre 1 an, 2 ans, voire 3 ans selon la famille du légume, finalement. Mais évidemment, nos tests de germination sont faits à l'année selon. Mais maintenant, tout roule aux 2 ans, pratiquement maximum, là. Donc voilà, fait que c'est ça. Ça peut être, c'est du cas par cas, puis ça nous fait plaisir d'avoir de la demande comme ça, puis de pouvoir voir ce que je peux offrir. Si on peut, ça nous fait plaisir, mais c'est du cas par cas. Voilà. Mais il y a quand même dans le catalogue des sachets producteurs, hein, qui sont comme Oui, c'est 4 fois le sachet régulier pour le prix de 3, là, disons. Donc, ouais, il y a un petit bénéfice pour quoi, une vingtaine d'items à peu près? Oui, on a ça, on a Fait que c'est sur le catalogue. Vous grand trouvez format. ces grands formats sur le catalogue de semences du porteur. Mais je pense que c'était pour les fleurs, puis les fleurs, j'ai peut-être 1 ou 2 items, genre les capucines puis les tournesols. Fait que, je ne sais pas si ça répond à ce que vous cherchez, mais ça peut se discuter par courriel ou par la suite, si vous voulez, avec plaisir. Parfait, merci. Il y a une question. Vas-y, Moi, oui. Pas répondu à la question, là, je ne me vois pas, là, c'est toi que je vois là. Si c'est pour des fleurs, on a aussi des formats un peu plus gros pour les fleurs sur certaines variétés. Sinon, juste à nous écrire, allez sur le site www.potageornemental.com. Juste à nous écrire, nous dire ce que vous avez besoin. Des fois, on peut le faire, mais on n'y a pas pensé. T'sais. Ou des fois, faire un deal sur 5 enveloppes ou sur 10 enveloppes, c'est très facile. Surtout sur les fleurs, c'est facile d'en faire beaucoup, là, des fleurs. Sur la majorité des variétés. Fait que pour ça, il y a certainement moyen d'arranger quelque chose. Là. Parfait, merci. Merci Isaac. Tu fais bien de m'interpeller parce que c'est ça, des fois la question est pour tout le monde, hein, donc vous y répondez lorsque vous voulez. Il y a Geneviève Boyer qui demandait comment vous débrouillez-vous sans irrigation, s'il vous plaît? Ça doit être quand même un défi. Puis je pense que cette question-là est sortie, Isaac, justement, quand tu faisais ta présentation. Bien, il y a que la première chose, c'est qu'on a un bon terrain. On a à peu près 2 pieds de sable, puis après ça, c'est du tuf. Puis j'ai l'impression que l'eau ruisselle sur le tuf, puis par capillarité, ça remonte en haut. Donc, l'année passée, 2020, on a eu 6 semaines que pour mouiller pantoute. Puis le sol était humide à 2 pouces et demi, 3 pouces de profondeur, le sol était encore humide. Fait que pour un sol sableux, c'est quand même assez rare. Mais dans le fond, ce qu'on fait, le seul temps qu'on irrigue, c'est au printemps, à la transplantation. On va essayer de faire ça tout de suite après une pluie ou tout de suite avant une pluie, mais idéalement tout de suite après une pluie. Très souvent, ce n'est pas possible. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on on prend le 4 roues, on met des bacs dedans, on s'en va remplir ça dans le lac, puis on arrose avec des arrosoirs. Donc, on transplante, on arrose avec un arrosoir, puis après ça, normalement, c'est fini, on n'a plus besoin. On n'a pas besoin. C'est juste ça. Les plantes s'adaptent. Si on leur donne la possibilité de développer leur système racinaire avant que la sécheresse arrive, quand la sécheresse arrive, c'est pas problématique. C'est sûr que la production peut être retardée, mais la plante, elle survit très bien. Je veux dire, dans la serre chez nous, mi-août, on n'arrose plus. Mi-août, début août, on n'arrose plus pantoute. Puis les rangées au milieu, les tomates produisent encore. C'est ça. Il y a peut-être une question de terrain, là, mais il n'y a peut-être pas juste une question de terrain non plus. Il y a peut-être une question d'attente. Merci Isaac. Il y a Jacques qui a... Oups, vous l'ajouter. J'étais pour juste faire un commentaire.
Ça dépend vraiment du terrain, je crois. Catherine disait qu'il y avait un producteur à Saint-Didas, Martin Drouin, qui travaille pour Catherine. C'est un de mes amis. Il travaille chez nous au Jardin du Grand Portage une journée par semaine. Lui est sur le sommet de la montagne et la nappe phréatique est très, très superficielle. Donc, lui est un peu comme Isaac. Il y a toujours de l'eau dans son sol, ce qui n'est pas le cas chez moi. Moi, je dois absolument irriguer ça avec les conditions qu'on a connues ces 2 dernières années, avec des grosses chaleurs et puis la sécheresse qui se prolonge. Au printemps, si on n'arrose pas, on va perdre les plants. Donc, on n'a pas le choix. Puis, j'ai remarqué chez Daniel qu'il y avait des systèmes d'irrigation au goutte à goutte. Peut-être que tu pourrais commenter, Daniel, sur cette question-là de l'irrigation. Alors, chez nous, on a vraiment un bon puits. Alors, on peut irriguer, puis on a de l'équipement. Je dirais que ça dépend qu'est-ce que tu fais, mais étant des maraîchers, comme maraîchers, l'irrigation, c'est vraiment important parce que on vise certains volumes pour nos paniers à toutes les semaines. Alors, c'est très important. Comme semencier, on peut... Je pense à l'établissement, c'est assez important que les plantes vont bien s'établir. Alors, c'est un printemps qui n'est pas humide. Il faut qu'on ajoute de l'eau. Mais on pourrait survivre pour les productions semencières sans irrigation pendant une partie de l'été. Par contre, les rendements vont être impactés. Et je pense qu'au niveau d'irrigation, il y a deux échelles, ou en fait, pas d'échelle, mais il y a 2 grandes options, grands choix. Tu peux irriguer par-dessus les feuilles ou par-dessous. Et par-dessous, ça serait comme les gouttes à gouttes, alors des petits tuyaux avec des petits trous, puis l'eau va tomber des trous. Ça marche bien pour irriguer la base du plant. Ça prend un peu plus, il faut avoir l'équipement pour le faire, mais ça garde les feuilles secs. Parce que ça, c'est une chose que beaucoup de maladies vont se propager dans les feuilles humides d'une plante à l'autre. Mais c'est toujours plus facile d'arroser par aspersion, par gicleur, ou comme avec un boyau. Alors, c'est ça. Merci à vous 3. Il y a Jacques qui avait présentement la main levée, donc on va réactiver votre micro. Oui, si vous voulez poser votre question, on vous écoute. Il faut activer. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, bonjour. Ma question s'adresse au Jardin du Portage. Je suis sur le site. On voit qu'il y a le code promo pour votre offre le jardin écologique, mais il n'y a pas de mention de la réduction à 50 $ que Catherine parlait tantôt. En fait, oui. Dans le fond, pour la Fête des semences de Montréal, c'était ça notre proposition pour notre offre, finalement, comme je disais. Puis, dans le fond, j'ai changé parce que l'idée, c'était en achat de 100 $ d'avoir le livre Le Jardin écologique gratuitement. Et tantôt, quand je vous parlais, je vous ai juste dit que je le baissais à 50 $ de minimum. Après, vous faites ce que vous voulez de ça, mais c'est juste ça. Fait que c'est pas écrit sur le site, en effet. C'est encore écrit la vraie règle, si vous voulez. Donc, par contre, la petite chose à savoir, c'est qu'il faut que vous l'ajustiez au panier. Ça ne va pas se faire tout seul. Le code promo marche dans le fond, il va effacer l'item si vous l'ajoutez au panier, par contre. Fait que c'est juste ça va le mettre à 0 $, tout simplement. J'espère répondre à la question. Voilà. Oui, merci. Parfait. On peut poursuivre avec une question du chat. Savez-vous s'il existe un document sur les pratiques de production de semences chez les agriculteurs avant l'industrialisation de l'agriculture? Il y a des ressources. Rien ne me vient à l'esprit. Ça fait, je regarde moins, mais les références que j'ai mentionnées, je ne pense pas que c'est nécessaire. Beaucoup de la production de semences, les références, c'est plutôt pour bien comprendre la botanique, qu'est-ce qui va se croiser. Alors ça n'a pas changé avec l'industrialisation de l'agriculture. Les espèces sont avec nous depuis des dizaines de milliers d'années ou même plus, dépendant. Et mais il y a un livre, je pense qu'il y a Peter Henderson
je pense qu'il s'appelle, qui a écrit beaucoup de livres sur l'agriculture biologique à la fin des années 1800. Puis il parle un peu de la production de semences, puis de production légumière. Mais ça, c'est le seul qui me vient à l'esprit de nom. Parfait, merci. Il y a Geneviève qui demande Il y a un votre... autre livre qui me vient à l'esprit. Il y a un livre qui s'appelle, en anglais encore, Farmers of 40 Centuries, alors les fermiers de 4000 ans. Puis ça, c'est de l'agriculture chinoise qui a vécu pendant longtemps une production utilisant de l'espace très, très dense. Alors, puis je ne me souviens plus s'il parle de la production de semences, mais c'est vraiment un livre incroyable de voir comment ils ont pu nourrir une grande population depuis longtemps sans affaiblir les terres, qui est un problème qu'il y a eu dans beaucoup de différentes civilisations. Alors ça, c'est un autre livre intéressant. OK, merci. Si c'est possible d'écrire le titre dans le clavardage, ce serait parfait. Merci beaucoup, Daniel. Il y a Geneviève qui demande votre top 3 de semences patrimoine pour cultiver en bac à Montréal. Ben, si tu dis semence patrimoniale, c'est ça? J'ai un petit peu de misère avec le terme, dans le fond, là. Ben, ce qui se cultive bien, je dirais, bon, il y a du haricot, haricots nains, Amarillo et Océanis, c'est des haricots d'environ 30-45 cm de haut qui font du haricot filet. C'est super bon, super productif. Ça va super bien avec ça. Le poivron d'Oil, c'est un petit plant qui produit énormément, des petits poivrons super sucrés, très rapides. Top 3, les laitues se cultivent très bien en bac aussi. C'est toutes les laitues. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager son top 3 ou on passe à la prochaine question? Ben, moi, je peux le partager avec plaisir. On a un piment sur lequel on travaille aussi depuis longtemps qui s'appelle maintenant le rouge de Masquinongé. Et puis, c'est vraiment très intéressant parce que c'est un piment qui n'est pas très fort, donc il ne brûle pas la bouche, donc on peut le manger comme un poivron, mais ça reste un piment. Il est très, très productif, il est vraiment très intéressant. J'ai une tomate dont j'ai récolté la semence lors d'un voyage dans le sud du Jura. C'est une tomate qui s'appelle Abel. Elle produit des petites tomates jaunes avec une petite tétine au bout. C'est extrêmement productif. C'est vraiment phénoménal. Puis, on parlait de haricots. Est-ce que... Oui, le Green Maasai, c'est un haricot que Martin fait justement pas trop loin d'ici, avec des petits plants compacts, donc extra fin vert. C'est sûr, c'est bien populaire. Mais c'est sûr qu'en bac, moi, j'irais encore les laitues, oui, tout ce qui est légumes, feuilles. Puis sinon, le mesclun aussi, c'est toujours le fun. Un mesclun, donc un mélange de laitue. On met de la coriandre, du basilic, de la roquette, du kale. Bref, il y a comme vraiment un beau mélange, en plus d'une belle base de laitue. Ce qui fait que pour des balcons, ça peut être super pertinent pour faire de la coupe puis que ça repousse, puis quitte à refaire un semis 2, 3 fois, 4 fois dans l'année, selon où on est situé. Alors, c'est à mon tour. Puis, je dirais que la première question, c'est aussi une question importante, c'est qu'est-ce que tu aimes manger puis qu'est-ce que tu aimes cultiver? Alors, je peux avoir toutes sortes de recommandations, mais une chose que moi, je pense qui vaut vraiment la peine de cultiver, si vous aimez ça, ça serait soit le bêta-carde ou le chou kale. Tu peux acheter des bottes de bêta-carde ou chou kale pour 3-4 piastres au marché ou à l'épicerie. L'épicerie, je pense que j'en ai vu pour 5 fin de semaine passée. Puis, tu peux, comme d'un plant de chou frisé kale, tu peux récolter au moins une botte à toutes les 2 semaines, puis le plant va survivre toute l'année. Alors, il faut avoir un pot assez profond, mais tu pourrais avoir, disons, 10 bottes d'un plant, puis si tu achètes à 5 le 5 chaque, ça, c'est 50 piastres. Alors, tu peux acheter un sachet pour 3-4 piastres, puis tu as 200 semences, puis tu peux produire 50 de légumes dans un pot. Alors, ça, c'est quelque chose que je pense vaut vraiment la peine. Si vous aimez ça, si tu n'aimes pas ça, produis-le pas.
Une tomate qu'on offre alors, les tomates aussi, il faut avoir un pot assez profond pour produire en pot, mais la variété jaune flammée, c'est une tomate très, très sucrée, très délicieuse. Malgré le nom jaune, c'est plutôt orangé, puis c'est une tomate plus grande qu'une tomate cerise, mais quand même assez petit comme tomate. Et je pense que les tomates qui sont plus petites, soit cerises ou des petites tomates, ont un meilleur succès en pot que des tomates, des grosses tomates géantes. Puis peut-être un troisième, ça serait, il y a un piment fort qu'on offre qui s'appelle Chinese Five Color. Alors, c'est un piment qui commence mauve et transforme en couleur jusqu'à devenir un rouge très foncé. Puis, en fait, ce n'est pas nécessaire d'être amateur de piment fort parce que c'est un plant très beau d'une manière ou l'autre. Alors, tu peux le cultiver comme ornemental. Ça, c'est quelque chose que quand tu as un jardin, sur ton balcon, tu veux des choses qui sont beaux aussi. Alors, ça, ce serait mon troisième choix. Parfait, merci. Oui, vas-y, Est-ce vas-y. que je peux en ajouter un autre? Quand Catherine a parlé de tomates, j'ai fait, ben voyons, je n'ai même pas parlé des micro-tomates. Les micro-tomates, c'est des plants d'environ, c'est des tomates cerises sur des plants d'environ 30 cm de hauteur. Ils viennent pas plus gros que ça. On a toute une série, tomates jaunes, tomates oranges, tomates rouges, tomates roses. C'est ça. Il faut en parler des micros, tu sais. Parfait, merci. Merci beaucoup. J'espère que vous avez pris des notes. Moi, j'en ai pris. Parfait. Alors, on continue avec Roberto qui a la main levée depuis un petit moment. Alors, on va réactiver votre micro si vous voulez poser la question de vive voix. Roberto, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Peut-être pas. On va passer à la prochaine main levée. On a Francine Dufort qui a la main levée. On vous écoute, Madame Dufort. J'y arrive, là, j'y arrive. Donc, j'ai devant moi ce qui est dans un vieux livre écrit par M. Gagnon en 1990. Et pourquoi je ramène ce vieux livre-là? D'abord, j'ai eu l'occasion de l'acheter au Jardin botanique lorsque c'était possible en présentiel. Et il écrit comment jardiner, c'est le bonheur. Pour ça, j'écoute les trois intervenants et je me dis, si vous n'êtes pas heureux avec tel légume, mais lâchez-les donc, puis prenez-en un autre. Tu sais. Il doit y avoir des raisons pourquoi ça ne marche pas. Comme moi, je ne suis pas capable de jardiner des poivrons. Et en gardant ma petite histoire personnelle, ben, je vois que je ne digère pas les poivrons en général. Donc, il doit y avoir une raison. Comme dit mon amie Lorraine, tout ce que tu cultives, c'est bon pour toi. Mais dès que ça ne réussit pas, il faudra que tu te poses la question. Alors, j'ai revu ça. Ce qui est très intéressant dans ce livre-là, il dit qu'il faut lâcher prise aussi. Donc, il faut avoir un lien direct avec la terre. Mais notre lien à nous, pas le lien de Yves Gagnon. Mais Yves Gagnon peut nous aider à l'avoir, ni le lien de Catherine. Et là, j'ai toutes, comme je l'avais, j'ai tous les livres. Alors, le dernier, évidemment, c'est extraordinaire parce que moi, j'adore le premier, c'est le deuxième, je pense. Pourquoi je l'aime? Parce que là, il me parle de la terre, la terre, la terre, la terre, la terre. Et je suis dans un jardin biologique, l'Églantier à Montréal, depuis 30 ans, et je fais l'orientation des nouveaux. Les autres, ils pensent qu'ils vont arriver, on jette la semence, puis ça va pousser tout seul. Ils n'ont pas compris qu'il fallait nourrir la terre. Nourrir la terre. Et dans vos livres, c'est ça. C'est ça qui est essentiel. Si notre terre, je leur dis, si tu ne te nourris pas, tu vas être meg, tu ne pourras pas jardiner. Donc, par contre, ce livre-là, oui, il y a le chapitre sur les semences. C'est le résumé du résumé de tout ce qu'il y a dans la tête. Autrement dit, quand vous prenez ce livre-là, vous avez tout ce que a ressenti M. Gagnon. Ça, c'est extrêmement important parce que c'est un poète. Fait que tout est là, mais pas assez. Là, vraiment, si tu vas avoir une affaire particulière, c'est pour ça qu'il y a des choses comme ça aujourd'hui, les ateliers avec les toits qui sont là, les cartes, excuse-moi Catherine, quand je te vois à côté de lui, je suis tellement émue. Mais en tout cas, toujours est-il que l'autre affaire que je voulais dire, c'est le cadeau à faire à vos amis.
il faut avoir un livre. Moi, dans mon jardin, les gens arrivent, les nouveaux, puis ils disent ouais, mais t'as-tu acheté un livre? Puis ils ne savent pas quoi. Parce que là, on dit on achète gagnant. Après ça, tu achèteras ce que tu voudras. OK? Mais il t'en faut un. Google ne suffit pas. Hein? Google ne suffit pas. Merci. Bon. Merci, Madame Dufort. Merci je vais aussi terminer. Merci ici aussi. Merci. Parfait. Alors, on va passer à la prochaine question. Pour Dan, as-tu des trucs pour réussir le cucamelon? Le cucamelon. Alors, je ne sais pas à quel stade on cherche, là, mais nous autres, on va le produire sur du trailing. Alors, on va mettre des tuteurs, puis on va mettre des cordes, puis le laisser monter. Et ça produit beaucoup, beaucoup de fruits la plupart des années. Et tu peux des trucs pour réussir. Alors, c'est dans la même famille que les cocombes ou courges ou autres, mais c'est moins affecté par les chrysomèles. Alors, c'est aussi important de protéger contre ça. Tu peux les commencer moi, je les commencerai à l'intérieur en avance. Tu peux les démarrer peut-être 3 à 4 semaines avant que tu vas les planter dans le champ et plante-les après le premier gel. Mais je pense qu'un treillis, ça aide à les cueillir facilement. Tu peux aussi, souvent tu vas voir, ils vont tomber par terre, puis tu peux manger la terre un peu comme des cerises de terre. Alors, ce n'est pas un grand astuce, là, mais j'espère que ça aide. Parfait, merci. Merci. Il y avait une question pour Catherine. Quelle est l'adresse de votre boutique à Montréal? Alors, on est donc P9 Sainte-Catherine, c'est le 4134 Sainte-Catherine-Est. Donc voilà. Puis on est ouvert, en fait, quand vous commandez, on vous écrit quand la cueillette est prête. Donc c'est un peu sur rendez-vous. Là, on n'a pas encore, disons, on n'est pas encore équipé pour recevoir, mais c'est sûr qu'on ne vous refusera pas à la porte. Mais sinon, on vous envoie nos horaires d'ouverture suite à votre commande passée en ligne, puis on reçoit les gens 7 jours sur 7 pratiquement. Donc voilà. Parfait, merci. Il y a Calix qui dit bonjour, je suis une débutante dans ma région. Le sol commence à se réchauffer à la mi-juin. Quel est le meilleur moyen pour faire pousser mes courges et maïs pour qu'ils soient à point avant l'automne, s'il vous plaît? Bien, tu peux les commencer en avance. Je pense que ce serait En fait, je pense qu'il y a 2 choses. La première, c'est choisir des variétés hâtives. Je regarde les jours en maturité, puis je choisis des variétés hâtives. Et la deuxième chose, ce serait tu peux les commencer en avance puis les replanter. Alors, tu peux planter le maïs dans des cellules puis les replanter, mais tu ne veux pas qu'ils soient comme... C'est des racines qui n'aiment pas être dérangées. Alors, je dirais de 10 à 14 jours maximum avant de replanter dehors. Puis, pour les courges, tu peux les commencer à l'intérieur. Tu ne peux pas vraiment les commencer beaucoup plus que 3 semaines en avance parce qu'eux aussi ont une racine principale qui n'aime pas être dérangée. Une autre chose, c'est d'avoir des bâches flottantes ou des filets ou une couverture que si tes plantes, puis tu as un risque de gel, tu peux les couvrir. Autant que tes plantes dans un sol qui est réchauffé, ça, c'est vraiment un bon début. Puis si tu peux les protéger dans une nuit potentiellement froide, ça va aider à survivre. Pour le maïs, si c'est un maïs sucré, tu ne devrais pas avoir de problème. Si c'est un maïs à éclater, un maïs à farine, ça se peut que c'est mieux de choisir des variétés hâtives dans ce cas-là. Mais sélection de variétés, c'est vraiment important. Moi, je pourrais ajouter quelque chose. La personne qui a posé la question, je m'excuse, je ne me souviens pas de votre nom. À quel endroit êtes-vous situé? C'était pas mentionné, c'est ça, dans la question. OK, puis la personne n'est pas présente, là. Ben, j'imagine. C'est Calixte. Peut-être qu'elle est présente, puis elle pourrait juste écrire. Ah, Saguenay! Voilà, elle a écrit Saguenay OK, dans le chat. Ah, là, je comprends, c'est quand même... ben, moi, je vais parler du maïs parce que je cultive un maïs depuis 35 ans qui est un hybride parce que je ne fais pas de production de semences de
de maïs. Puis c'est mon petit péché de cultiver ce maïs-là. Il s'appelle le candy corn. Je l'aime vraiment beaucoup parce que le plant vient très haut, le feuillage est rougeoyant, le grain de maïs est excellent. Donc, je n'ai pas changé de maïs sucré depuis presque mes débuts ici à Saint-Didas. Et ce qui est étonnant avec le maïs, c'est quand même assez résistant au froid. Donc, moi, ici à Saint-Didas, je le sème vers le 20 mai. Puis même s'il y a une petite gelée, il va résister puis il va poursuivre sa croissance. Donc, je ne prends pas la peine de le partir en godet à l'intérieur. Et au Saguenay, au Lac-Saint-Jean ou même en Abitibi, ben, je pense qu'on pourrait, au début juin, semer le maïs et puis avoir quand même des bons résultats. Évidemment, comme Daniel le disait, ben, il faut travailler avec des cultivars peut-être un petit peu plus hâtifs là, pour se donner une chance, comme le Bantam doré. Il est quand même assez intéressant. Il produit quand même assez rapidement. Pour les courges, ça donne quand même d'assez bons résultats de les partir en pot de plastique. Il y a beaucoup de gens qui les partent dans des pots en tourbe pour éviter de déranger les racines. Bien, ils vont transplanter les pots de tourbe. Mais les racines ont quand même un peu de difficulté à traverser cette tourbe-là. Donc, ça ralentit un peu la croissance au début. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je les pars dans des pots de à peu près 4 pouces de diamètre, dans un bon terreau, peut-être 3 à 4 semaines avant la date de transplantation. Et ce qui est important au moment où on transplante les plants, c'est après avoir arrosé le terreau, on le compacte un tout petit peu avec le revers des doigts pour faire une motte qui va bien se tenir. Et les trous, les fosses de plantation doivent être bien préparées. Et là, on arrive à côté de la fosse de plantation, on place le plant entre les doigts comme ça et on tourne le pot comme ça, on tapote le dessous, on retire le pot, puis là, on prend la motte, on la retourne, on la dépose délicatement dans la fosse de plantation, on renchausse et puis on donne un bon coup d'eau. Et de cette façon-là, le plant va décoller tout de suite. C'est vraiment, il n'y a pas de difficulté au développement des racines. Et lorsque c'est froid la nuit, parce que c'est souvent la nuit que la température descend, on peut mettre des cloches dessus. Ça peut être des pots. On peut mettre, comme Daniel le disait, des toiles aussi, mais une petite cloche sur les plants, ça aide beaucoup. Et en principe, à partir du 15 juin, comme vous disiez, la chaleur est au rendez-vous. Donc là, les plants décollent, mais ils sont déjà installés. Donc, on gagne du temps définitivement. Et c'est une technique que je recommande. Pour les haricots, comme ça pousse vite, on peut les semer le 15 juin sans aucun problème. On va récolter du haricot en quantité. Alors voilà, c'était ma proposition. Je voudrais ajouter une autre chose avec les courges. Tu peux récolter un courge qui n'est pas encore mûr et le rentrer et le laisser continuer à mûrir. Comme s'il est trop petit et vert, ça ne va pas rien faire, mais souvent, s'il est presque prêt, tu peux le rentrer. Et pour beaucoup de courges, surtout de l'espèce Maxima, c'est de les laisser maturer un autre mois ou 2 après la récolte. C'est là que les saveurs deviennent vraiment, vraiment délicieuses. Alors, ça, c'est quelque chose qui peut t'aider à survivre ou à allonger un peu l'automne. Parfait. Merci. Merci. La personne d'ailleurs dit « Wow, génial, merci pour ce beau partage ». Donc, elle a bien apprécié vos réponses. On pourrait prendre la main levée de Marjolaine qui a une question. La parole est à toi. Oui, merci. Ma question, en fait, juste vous dire d'où qu'elle vient, c'est que je fais beaucoup de bénévolat dans une école alternative de Laval. Puis, en demandant aux élèves, dans le contexte de peut-être vendre des choses pour se ramasser des petits sous, un élève me dit « J'aimerais ça vendre des graines, des semences. » Là, ça a juste été, j'ai laissé comme la réponse comme ça, mais ne sachant même pas que c'était un métier. Donc, merci de faire cette semaine-là sur les semences. Ça m'a ouvert les yeux sur ce métier-là. Fait que ma question, c'est par rapport à nous, on a un petit jardin à l'école. Puis, c'est sûr que durant l'été, tout le monde est en vacances. Donc, quand on revient, c'est là où est-ce qu'on pourrait s'occuper de récolter nos petites semences. Fait que vous avez comme répondu déjà un peu la question
vos semences préférées, mais qu'est-ce qu'on peut planter pour qu'au retour en septembre, on continue ce projet-là de récolter les semences de quoi, en fait? Une des choses je pense que ce qui est le plus facile, c'est les tomates, parce que c'est la partie que tu manges, puis ils ne se croisent pas facilement. Il peut y avoir des croisements, mais pas facilement. Alors, je pense que les tomates, c'est quelque chose de très facile à planter puis à récolter plus tard. Il y a aussi les haricots, soit des haricots nains ou même grimpants. Puis si tu ne les cueilles pas, ils vont devenir matures. Alors, ça, c'est deux choses qui marchent très bien pour les enfants. Et certaines fleurs, comme les calendules et les soucis, ça, c'est un plant qui est très facile, qui fait des semences facilement, puis qui est quand même résistant à la sécheresse. Alors, ça, ce serait des bons débuts pour un jardin d'école. Moi, je dirais, pour compléter peut-être ce que Daniel a dit, c'est que, bon, si quelqu'un veut récolter des semences de concombre, ben, il ne faut pas qu'il y ait un autre cultivar à 1 kilomètre à la ronde, donc pour éviter les croisements. Donc, ce n'est pas vraiment évident. Évidemment, quand on est semencier puis qu'on fait du concombre libanais, par exemple, ou du concombre tantalis, bien évidemment, on veut s'assurer que les semences qu'on va vendre vont donner du libanais ou du tantalis. Donc, la distanciation est vraiment quelque chose de fondamental pour préserver la pureté génétique des cultivars. Mais quand on est dans un projet scolaire, et qu'on veut récolter des semences de concombre, s'il y a un croisement entre un Libanais puis un concombre plus américain comme un Market More, puis que les jeunes récoltent les concombres quand ils deviennent jaunes ou presque orangés, parce que pour le concombre, si on veut avoir des semences qui sont à terme, il faut vraiment que le concombre dépasse le stade comestible et qu'ils prennent une coloration orangée, en tout cas complètement jaune et presque orangée. Bien, si au mois de septembre, les concombres sont devenus de cette couleur-là, puis qu'on récolte les graines, on les met en fermentation, et puis que ça ne donne pas exactement la même chose que le cultivar qu'on a mis en terre, bien, ça peut quand même être intéressant. Il va y avoir eu une espèce d'hybridation qui va s'être faite peut-être avec un concombre d'un voisin ou quelque chose comme ça, mais pour des écoliers, c'est quand même pas si grave que ça. Donc, ça peut être intéressant de récolter des concombres qu'on a laissés en place tout l'été, puis quand on revient au mois de septembre, bien, les concombres ont jauni, puis c'est une belle expérience de botanique. Pour les écoliers d'aller chercher les graines qui sont à l'intérieur de ces concombres jaunis-là. Puis moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est le piment et le poivron. S'il y a juste un cultivar d'établi dans la zone scolaire, bien, la distance qui préserve la pureté génétique, c'est à peu près 150 mètres. Donc, les croisements se font, mais je veux dire, il ne faut pas qu'il y ait de poivrons, de piments collés, mais s'ils sont quand même à une certaine distance, ce n'est pas grave. Donc, quand on revient au mois de septembre, les poivrons ont pris leur couleur. Donc, encore une fois, on peut, une fois qu'ils sont bien colorés, les récolter, les rentrer à l'intérieur, les laisser mûrir sur des clayettes ou sur des étagères. Puis quand ils sont vraiment d'une belle couleur, bien là, on va chercher les graines qui sont accrochées après le placenta. Donc, encore une fois, c'est un apprentissage pour l'élève, pour l'écolier. Là, on enlève le pédoncule, puis on peut faire mûrir les graines accrochées sur le placenta, puis on les met dans des petites plaques. Puis là, les écoliers regardent ça, puis quand ça se défait tout, bien, les graines, normalement, donnent un taux de germination intéressant. Donc, c'est une manière pour l'écolier de faire de l'apprentissage de la botanique, de c'est quoi la génétique, puis toutes les problématiques de distanciation, tout ça. Donc, il y a plein d'espèces dont on peut produire la semence. C'est sûr qu'avec la tomate et le haricot, c'est plus facile au niveau des distances,
mais c'est un champ d'exploration et d'expérimentation pour des écoliers qui est absolument extraordinaire. Puis ça les ouvre sur un domaine absolument fascinant qui est celui de la génétique. Donc, gênez-vous pas pour vous lancer dans toutes sortes d'expérimentations. Puis comme je le disais, même s'il y a des croisements un peu qui se font, bon, on leur explique ça, puis ça peut être intéressant de voir ce que ça va donner la saison suivante. Alors, voilà. J'aimerais ajouter, j'adore ce que tu as dit, Yves. C'est vraiment vrai de voir pour moi, c'est ce que j'adore le plus dans mon métier, c'est de voir des choses croisées. Parfois, ça veut dire que je ne peux pas vendre cette semence-là, mais j'ai un grand plaisir. Puis tu peux, parfois, comme pour certains, tu peux faire des croisements intentionnellement, soit avec deux espèces de courges, un à côté de l'autre, ou parfois des crucifères qui vont monter en fleurs, à côté de l'autre. Tu peux choisir des choses de différentes couleurs pour avoir le croisement. Puis si c'est des élèves qui vont suivre le jardin sur plusieurs années, c'est très intéressant de voir cette évolution-là. L'autre chose c'est vraiment une bonne opportunité d'éducation, c'est de comprendre la différence entre des annuels et des bisannuels. Et peut-être c'est plus difficile de faire des bisannuels, peut-être tu ne vas pas les faire, mais c'est quelque chose qui est vraiment intéressant de bien comprendre l'autre aspect du cycle de vie de la semence. Puis je pense que ce serait fun que plus de personnes comprennent ça dans notre société. Merci. Merci à vous deux. Est-ce qu'Isaac, tu veux rajouter quelque chose? J'ajouterais les cerises de terre. Les cerises de terre, nous, on les fait sur géotextile. Il n'y a même pas besoin de désherber. On laisse ça là, puis quand ils sont prêts, ils tombent à terre. Les enfants, il va falloir les retenir pour pas qu'ils les mangent toutes parce qu'ils veulent vendre des graines. Bien, normalement, les enfants, ils aiment bien ça aussi. Fait que ça pourrait être le fun. C'est tout. Oui, ben c'est une bonne proposition. C'est vrai que ça va être difficile de les empêcher d'en manger, mais c'est ça. Une pour la bouche, une pour l'activité. Parfait. On poursuit. Il y a quand même beaucoup de questions. Peut-être qu'en toute honnêteté, on ne pourra pas passer à travers toutes les questions, mais on poursuit jusqu'à 4h30. Est-ce qu'on pourrait entendre une histoire par semencier, semencière au sujet d'une variété ancestrale que vous cultivez et son origine? Ben, je peux peut-être commencer. Cette année, on offre pour la première fois la courge à graines nues Sweet Nut, qui est une variété qui a été développée en 1960 par Elwyn Meader. C'est une courge. Normalement, les courges à graines nues, la graine de citrouille qu'on achète à l'épicerie, c'est des variétés qui sont développées pour la production de kilogrammes de graines à l'hectare. Puis c'est ramassé à la machine, la chair est achetée au champ. Donc, il n'y a aucun développement qui est fait pour la qualité de la chair ou pour la conservation, parce que de toute façon, la chair, on ne la mange pas. On la donne aux animaux ou bien elle finit dans le champ. La courge Sweet Nut, c'est une courge qui est tout petite. Est tout petite, la chair est bonne, est comestible, elle est très bonne. La courge se conserve, on en a encore une vingtaine, on est rendu à février, on a encore 23 courges qu'on continue de garder pour continuer à sélectionner pour la conservation. La graine n'a pas d'écale dessus, elle est plus petite un petit peu que celle à l'épicerie qu'on connaît. Moins huileuse, une saveur plus de noix. Mais là, tu sais, puis c'est une variété, la variété, elle n'existait plus, là, je veux dire, on cherche de l'information sur Internet, on n'en trouve pas, tu sais, un blog à quelque part qui dit, ouais, si la graine, la courge à graines nues, la meilleure que j'ai mangée, c'est la Sweet Nut, je sais que ça, personne n'a ça nulle part. Et puis, en 2019, il y avait une conférence, un congrès, si on veut, de semenciers organisé à Montréal. On était comme 100 quelques personnes. Puis il y avait Aaron Breen qui travaillait à cette époque-là chez Fedco, qui est une entreprise semencière dans le Maine.
qui fait sa présentation puis qui parle de cette courge-là. Ça existe des courges à graines nues, que la chair est comestible, qu'elle est bonne même. Puis là, il propose, il en parlait avec beaucoup d'enthousiasme. Là. Fait que, en tout cas, je suis allé le voir, j'ai dit, est-ce que tu en as des graines de ça? Puis il m'en a donné. Puis là, on a cultivé ça. On n'a pas pu le faire en 2020. On l'a cultivé cet été. Puis c'est vraiment... C'est hot, là. Pour moi, je trouve ça hot parce que c'est ça, là. C'est vraiment la courge à tout. En plus, c'est un petit plant gros comme un plant de zucchini. Donc ça peut fitter dans tous les jardins. Donc, quelqu'un qui aime la graine de citrouille, ça en prend un. Ça l'en prend. Donc, c'est ça. Là, aujourd'hui, on est les premiers qui offrent cette courge-là sur les catalogues web, sur la planète web. On est les premiers qui l'offrent depuis je ne sais pas combien de temps. Fait que là, j'en ai... Ben, c'est ça. C'est mon histoire. Daniel, j'y vais ou tu y vas, Daniel? Je vais y aller. Tu peux y aller. Moi, j'ai 68 ans dans quelques jours. Donc, je veux laisser quelque chose dans le domaine de la génétique au Québec. Et puis, ces dernières années, j'ai pris la permission, je n'ai pas demandé à personne, mais j'ai pris la permission de nommer quelques cultivars de légumes sur lesquels j'ai travaillé pendant des décennies. Il n'y a jamais personne qui m'a dit que je n'avais pas le droit de faire ça. Donc, pour le moment, ça va bien. Donc, je vous ai parlé de la Savignac. La Savignac, elle s'appelait la Dufresne. Puis, quand le frère Savignac est décédé, j'ai décidé de baptiser la lignée nordique de la Dufresne, la Savignac. Donc, ça fait 30 ans que la Savignac est en circulation. C'est une bonne tomate rose. Il y a une autre tomate aussi que j'ai nommée, qui était une tomate, quand je l'ai achetée, elle s'appelait l'italienne noire. Donc, c'était vraiment une tomate italienne. Elle avait une forme oblongue comme une italienne. Elle avait la chair un peu brunâtre comme les tomates noires. J'aimais bien sa saveur, sa résistance au craquement aussi. Contrairement à beaucoup de tomates noires qui sont difformes, elle avait vraiment une belle forme. Mais dès la deuxième année que j'ai cultivé ce cultivar-là, sur ma vingtaine de plants, j'en ai presque la moitié qui ont donné des tomates rondes. Donc, des petites tomates rondes, noires, relativement résistantes au craquement. Puis, je la trouvais vraiment mignonne. Alors, j'ai comme décidé de garder toutes mes rondes puis de les refaire l'année d'après. Puis l'année d'après, j'ai eu 80 90 puis là, j'ai pratiquement 100 d'une petite tomate. C'est pas une tomate cerise, un peu plus gros qu'une tomate cerise. Et elle est noire, elle résiste bien au craquement, elle a une belle forme, elle est assez uniforme. Et il y a peut-être 7-8 ans, je l'ai baptisée la noire du portage. Alors, c'est comme un peu un coup de cœur, on l'aime beaucoup, puis c'est comme un hasard, c'est pas moi qui a voulu ça, c'est quelque chose qui est apparu comme ça. Pourquoi? J'ai aucune idée. Donc, c'est une forme que j'ai décidé de privilégier par la suite par sélection puis par déculture. Puis maintenant, j'ai comme une nouvelle tomate qui s'appelle la noire du portage que j'aime vraiment beaucoup. Et elle a bon goût et juteuse. Donc voilà, c'est ma petite histoire d'un cultivar. Je ne sais pas si on peut dire que c'est du patrimoine. Peut-être qu'un jour, on pourra le dire. Mais on fait aussi Tantalis, le concombre Tantalis, qui lui a vraiment une histoire, là, qui vient de Bellechasse avec Alice Gosselin. Et le melon Oka, évidemment, qui vient du père Athanas, un trappiste à Oka au début du siècle dernier qui a développé ça. Donc ça, c'est vraiment du patrimoine parce que ça a une histoire de 100 ans. Mais ce sur quoi je travaille actuellement, le rouge de Masquinongé, le piment, c'est récent. Le rouge de Saint-Didas, l'oignon, c'est récent. Mais un jour, j'ose espérer que ça va faire partie du patrimoine semencier québécois. Alors voilà, Daniel, je te laisse la parole.
Moi, je vais une variété, je vais mentionner une variété, puis je vais faire une réflexion par la suite. Alors, une variété, puisqu'on ne pense pas souvent à un légume ancestral du Canada, alors pas spécifiquement le Québec, mais on offre un noix de chufa. Alors, c'est un chou sec comestible, c'est un petit tubercule qui pousse sous la terre. Puis moi, je l'ai obtenu de quelqu'un à travers les semenciers du patrimoine du Canada. Puis cette personne-là l'a obtenu d'une autre personne. Puis eux autres, ils l'ont dans leur famille depuis 1935. Et c'est quelque chose que, comme quand ils étaient jeunes, ils cultivaient dans leur arrière-cour, puis ils les déterraient à l'automne, puis ils les mettaient dans des petits sacs, puis ils vendaient à l'école à ses amis, je pense, pour 5 sous le sac. Alors, ça, c'est quelque chose que la plupart de vous n'ont jamais entendu parler de ce légume-là, mais ça fait 87 ans qu'il existe. Puis c'est une légume qui n'est pas propagée par semence, mais propagée par le tubercule. Alors, c'est très similaire génétiquement que ce l'était dans le passé. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on offre. On va l'offrir en avril. On n'offre pas présentement parce qu'il ne tolère pas le gel pour les livraisons. Alors, c'est quelque chose qu'on va faire plus tard. Mais j'aime beaucoup ce que Yves a parlé de le travail qu'il a fait depuis longtemps, parce que ce qui fait qu'une variété est ancestrale, c'est que quelqu'un l'a gardée. Et ce n'est pas parce qu'il est ancestral qui est important, mais c'est que quelqu'un l'a gardé et surtout que quelqu'un a pris de l'amour pour l'entretenir, mais aussi il a maîtrisé l'expertise pour bien sélectionner, pour avoir une bonne population, pour maintenir une bonne génétique. Si tu avais une variété ancestrale qui n'a pas été entretenue, ça se peut qu'il n'y a aucun mérite à ce point-ci. Mais c'est d'apprendre à conserver des semences et de bien le faire qui fait que ces variétés-là survivent jusqu'à maintenant. Et nous autres, on développe et il y a des variétés modernes qu'on garde, qu'on conserve, mais notre travail qu'on fait comme semencier, semencière et votre travail que vous faites comme jardinier, jardinière qui gardez certaines semences, c'est ça qui va garder des variétés qui vont être des variétés ancestrales dans le futur. Alors, je pense que c'est important d'avoir des compagnies de semences qui font ce travail-là, mais c'est aussi important d'avoir du monde qui font ça dans leur arrière-cour, dans leur potager, parce que c'est comme ça qu'une variété s'adapte à une région, qu'on peut développer des terroirs. Alors, je vous encourage de conserver vos semences et pas juste chercher des semences de type de patrimoine, héritage, ancestral. C'est important, ces histoires-là, mais c'est aussi important de faire partie de l'histoire et de le développer et qu'on ait ces variétés dans le futur. Merci à vous trois pour vos partages. Je vois l'heure avancer, il est 4h28. J'ai l'impression qu'on pourrait comme passer encore une bonne heure ou deux à discuter. Si on n'a pas répondu à votre question, on vous invite à justement, voilà, Céline a partagé dans le chat, à visiter les boutiques en ligne des 3 intervenants. Vous allez probablement trouver une foule d'informations et peut-être même la réponse à vos questions. Sinon, vous pouvez peut-être contacter les personnes via leur petite rubrique contact. Alors, je vous remercie. Je vous invite, avant de remercier mes invités, je vous invite à participer à la table ronde de fermeture qui est à 19h ce soir, parce que ça va être notre dernier événement pour la Fête des semences de Montréal. Alors, merci beaucoup à tous les participants et à toutes les participantes d'avoir été curieux, d'avoir posé plein de questions. Merci beaucoup à Catherine Gagnon-Macaille et à Yves Gagnon des Semences du Portage. Merci à Isaac Veilleux du potager ornemental de Catherine et merci Daniel Brisebois de la ferme coopérative Tournesol. Merci beaucoup. Je vous laisse les derniers mots si vous voulez parler un petit mot de fermeture aux participants. Ben, je vous souhaite une bonne saison de jardinage. Puis, voilà, je vous encourage à aller voir les catalogues de nombreux semenciers québécois. J'ai hâte que les fêtes des semences reviennent parce que ça vous permet d'acheter un peu partout. Là. C'est sûr qu'en ligne, il y a des gens qui aiment moins ça aussi pour mille et une raisons. Donc, en tout cas, dans tous les cas, on a hâte de vous retrouver. Puis ben voilà, bonne saison. Moi, je voulais juste vous dire que j'ai un plaisir énorme
à faire ce travail-là et j'espère de vivre encore quelques décennies pour pouvoir poursuivre mon travail. C'est tellement passionnant. J'en reviens pas d'avoir découvert ce créneau-là dans ma vie. Ça me nourrit. J'ai un plaisir immense à travailler la génétique, à faire de la sélection. Puis c'est un des plus beaux métiers du monde, je vous dirais. Puis c'est une belle façon de contribuer à la biodiversité de notre planète, en mal de biodiversité, justement. Donc, il faut continuer à jardiner puis à protéger la nature. C'est tellement important. Alors, bonne saison à toutes et à tous. Je veux dire, c'est un grand plaisir d'être ici avec tout le monde, autant les jardiniers et les jardinières, mais aussi avec Catherine, Yves, Isaac. C'est toujours une grande partie des fêtes de semences que j'adore, c'est voir du monde que j'aime, puis pouvoir échanger sur la saison, puis la vie, puis qu'est-ce qui a changé. Puis c'est quelque chose qui manque beaucoup depuis qu'on ne peut plus faire ces choses en direct. Alors, j'ai hâte qu'on retourne à ce formule-là éventuellement, puis on peut se voir. Puis aussi, je voudrais remercier tout le monde ici qui ont des jardins chez vous, que ce soit un pot ou que ce soit un demi-acre. C'est vraiment important, autant pour vous nourrir que propager cette culture, la culture de l'agriculture, parce que c'est des choses importantes à vivre dans notre société. Alors, merci pour tout ce travail que vous faites. Puis à la prochaine. Ouais, c'était le fun d'être là. Je suis bien content d'avoir pu participer. Puis j'aime toujours entendre Daniel et Yves jaser. Ils étaient là avant moi, puis ils vont être là encore longtemps, puis c'est pas mal le fun. Je suis bien content. Fait que bonne saison de jardinage à vous.